Bien, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être à nouveau ici parmi vous pour présenter une recherche et en particulier ici un livre. Mais avant de commencer, je tenais à remercier chaleureusement le musée de la ville de Bruxelles, toute son équipe et en particulier M. Bergmans qui a œuvré par mail avec moi pour l'organisation de cette conférence. Alors, je vous le disais, il s'agit de la présentation d'un ouvrage, d'un livre, qui revient sur un événement, sur une succession d'événements plutôt essentiels dans l'histoire des anciens Pays-Bas et donc de nos régions, c'est-à-dire l'avènement de Charles de Habsbourg comme souverain plein et entier. C'est un livre que j'ai publié à la fin de l'année dernière aux éditions Drault à Genève et que vous pouvez vous procurer en ligne ou dans toutes les bonnes librairies. Alors, cet avènement de Charles de Habsbourg comme souverain des anciens Pays-Bas constitue, je vous le disais, un moment clé dans l'évolution de la géopolitique, à la fois des anciens Pays-Bas, bien sûr, mais aussi de la géopolitique européenne à la Renaissance. Il s'agit du premier événement qui va conduire Charles à coiffer des couronnes multiples, Aragon, Castille, Naples, et finalement la couronne de roi des Romains à Aix-la-Chapelle en 1520. Cette séquence politique rapide, 1515, 1520, 5 années donc, voit également se former une union personnelle de taille inégalée jusqu'alors en Europe, la monarchie des Habsbourg. Un ensemble comportant 3 pôles, les anciens Pays-Bas, les Espagnes et les pays autrichiens. L'émancipation politique constitue un moment essentiel dans la carrière d'un prince. Il s'agit du moment où celui-ci devient pleinement souverain, gouvernant désormais en son nom et non plus à travers un conseil de régence qui agit pour lui. Or, ce moment doit être raconté, doit être mis en récit afin de convaincre, tant en dedans qu'en dehors des états du prince, de la légitimité de celle ou de celui qui entend désormais régner en son propre nom. Le pouvoir n'est en définitive que l'idée que l'on s'en fait, que l'importance qu'on lui donne et que par extension que l'on prête à celles et ceux qui prétendent l'incarner. Dans cette perspective, le pouvoir doit être dit, figuré et montré. Et l'avènement de Charles de Habsbourg n'échappe pas à cette règle. Cet événement se déroule à Bruxelles, au palais du Coudenberg, le 5 janvier 1515. Je vous présente ici à l'écran une représentation du Coudenberg que vous connaissez bien, mais qui date, elle, du XVIIe siècle. Il est suivi par une visite de Charles dans les principales villes de ces pays afin de réaliser sa joyeuse entrée. Louvain, le 23 janvier, Gand, entre le 3 et le 4 mars, Bruges, le 18 avril, Mons, le 10 novembre, Namur, les 22 et 24 novembre, ou encore Douai, l'année qui suit, entre le 15 et le 16 mai. L'un des témoins privilégiés de ces événements n'est autre que le dernier indiciaire de Bourgogne, Rémy Dupuy, lequel livre en 1515 une chronique de la cérémonie d'émancipation au Coudenberg, suivie du récit de la joyeuse entrée de Charles à Bruges, le 18 avril 1515. C'est donc les mots, les images et la monstrance de ce chroniqueur que je vais suivre dans les minutes qui viennent au fil de 3 paragraphes, de 3 moments. Tout d'abord, un premier moment qui va me permettre de revenir sur la période de ce début de XVIe siècle et sur ses enjeux politiques essentiellement. Un deuxième moment, plus court celui-là, où je vais vous présenter les éléments biographiques qui concernent ce chroniqueur assez méconnu. Et ensuite, je vais rentrer dans le texte et vous présenter cet avènement de Charles de Habsbourg comme souverain des anciens Pays-Bas. Alors, la période et ses enjeux, mais tout d'abord, ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que, de quoi parle-t-on quand on parle des anciens Pays-Bas? C'est un ensemble politique qui a varié considérablement entre, disons, le milieu du XVe siècle et le début du XVIe siècle. À gauche de l'écran, vous voyez une représentation de cet ensemble territorial, de cette union personnelle, puisque chaque principauté demeure juridiquement indépendante et liée au prince par un lien personnel, d'où l'expression union personnelle.
Ici, vous voyez l'état de ces anciens Pays-Bas sous le règne de Charles Quint, mais bien sûr, je vous ai dit que le territoire a évolué. Si on se reporte au milieu du XVe siècle et en 1477 en particulier à la mort de Charles le Téméraire, vous voyez que cet ensemble est beaucoup plus important, englobant des territoires comme la Lorraine ou encore le duché de Bourgogne, le comté de Nevers et même des possessions en Alsace. En fait, on ne peut comprendre la période de ce début du XVIe siècle sans revenir sur la mort de Charles le Téméraire, le 5 janvier 1477, à la bataille de Nancy, puisque, à ce moment, le roi de France, Louis XI, lance une invasion des territoires bourguignons, à la fois dans le sud, il prend possession de la Bourgogne ducale, et dans le nord, il attaque l'Artois, notamment Arras. Il pousse même plus loin, jusqu'en Flandre et en Hainaut. Donc, les territoires des anciens Pays-Bas sont à ce moment-là envahis. Par ailleurs, ce qui va se passer, c'est que le personnel politique de cet État bourguignon va, en tout cas pour une partie de ses fonctionnaires, se rallier au roi de France, qui va les débaucher. Donc il y a une perte de personnel politique et parfois des personnes de rang tout à fait important et fondamental pour le fonctionnement du pays. Et ensuite, un conflit entre le prince et les sujets voit le jour, en l'occurrence ici entre la princesse et les sujets, puisqu'il s'agit de Marie de Bourgogne, l'unique héritière de Charles le Téméraire, les sujets qui vont exiger de Marie des droits plus importants dans le gouvernement du pays. Ces différentes menaces, qui sont toujours des menaces perçues du point de vue du groupe dirigeant, c'est-à-dire du prince et de ses affidés, vont être endiguées dans les décennies qui suivent. Tout d'abord, à partir de 1479 et de la victoire de Maximilien de Habsbourg, l'époux de Marie, à Guignegat, un endiguement de la menace française. Et puis, par rapport au sujet, une longue guerre civile entre Maximilien et les sujets qui va prendre fin avec la paix de Cadsand en 1492. Le conflit avec la France, lui, va continuer jusqu'à la paix de Senlis en 1493 et aussi, à un moment, donc, paix de Senlis, je vous le dis, en 1493, et l'émancipation politique, j'y reviens à cette notion d'émancipation qui est tout à fait fondamentale, de Philippe le Beau, le père de Charles Quint, va aussi apaiser les tensions. Ce n'est pas pour rien qu'un avènement est quelque chose d'important. Ça rend le pays moins, comment dire, moins vulnérable de la part de l'extérieur. Cette période des années 1490 est suivie par un mariage, un double mariage entre Philippe le Beau et Jeanne de Castille et la sœur de Philippe le Beau, Marguerite d'Autriche, et l'héritier des souverains espagnols, Juan. Et donc, dans cette décennie 1490 et au début du XVIe siècle, dans la décennie 1500, on assiste à la formation d'un ensemble politique tout à fait gigantesque à l'échelle du continent européen, qui est une union personnelle à nouveau, mais ici d'un autre scope, d'une autre taille, qui est la monarchie des Habsbourg. Je vous l'ai dit, avec 3 pôles, anciens Pays-Bas, Autriche, Espagne. Cette lutte avec les rois de France, qui existait déjà, certes, qui avait été mise un peu en sourdine par la paix de Senlis en 1493, eh bien cette paix va en quelque sorte craquer avec l'avènement de la monarchie des Habsbourg, puisqu'elle a une vocation de domination à l'échelle du continent européen, ce que veulent aussi les Français. Et donc la lutte va ici se passer non plus essentiellement du côté des anciens Pays-Bas, mais surtout le continent, et en particulier en Italie. Et le contexte des guerres d'Italie est tout à fait important, et je dirais même fondamental, pour comprendre ce qui se passe en 1505 au Coldenberg à Bruxelles. Pourquoi? Parce que tant les Habsbourg que les Français veulent entériner, mettre en place une domination de l'Italie à leur profit. Les Français ont un projet pour créer une Franco-Italia, par exemple. Et en ce qui concerne Charles Quint, on sait très bien qu'il va établir une Pax Imperialis à partir de sa victoire de Pavie en 1525 sur l'ensemble de la botte italienne. Cette lutte contre les Français a différentes étapes. On peut parler notamment de la paix de Cambrai le 10 décembre 1508, qui est vraiment la victoire diplomatique des Habsbourg à ce moment, victoire diplomatique de Marguerite d'Autriche, qui permet de détacher les Français de leur alliance vénitienne, de les retourner contre Venise et de pousser le roi de France à attaquer Venise, notamment à la bataille d'Agnadel le 14 mai 1509, ce qui permet par la suite aux Habsbourg de créer une Sainte Ligue contre la France. Sainte Ligue qui va
progressivement, après la bataille sanglante de Ravenne en avril 1512, permettent d'expulser les Français d'Italie. Alors, voilà la situation, si vous voulez, en 1515. Mais il faut que je vous rappelle une chose, c'est que l'année 1515, certes, c'est l'année de l'avènement de Charles, mais c'est aussi l'année de l'avènement de son rival le plus important, François Ier, qui monte sur le trône le 1er janvier 1515. Et qui va, dans les mois qui suivent son avènement, réinstaller la France en Italie, notamment dans le nord, après la bataille de Marignan. Voilà pour le contexte international. Je reviens un petit peu sur les anciens Pays-Bas, car les fragilités n'ont pas disparu, pas totalement en tout cas, au début de la décennie 1500. Tout d'abord, le père de Charles décède à Burgos le 25 septembre 1506. Période de fragilité, donc, il faut constituer un conseil de régence qui va être dirigé par la sœur de Philippe, Marguerite d'Autriche, à partir de 1507-1508 jusqu'à 1515, car Charles est pour le moment en minorité. Alors, à l'intérieur des anciens Pays-Bas et surtout à la cour, tout le monde ne suit pas Marguerite d'Autriche. En fait, la cour est divisée en plusieurs options politiques. Du côté de Marguerite d'Autriche, il y a une véritable hostilité à la France qui vient de sa propre histoire notamment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle avait été promise au futur Charles VIII après la paix de Senlis. Elle devait être une reine délice ou une Regina Liliensis, ce qu'elle ne fut pas. Et donc elle conçoit une hostilité vis-à-vis de la France qui la pousse à prendre des options politiques anti-françaises, et notamment à privilégier un mariage de Charles avec une princesse anglaise. Mais tout le monde n'est pas de cet avis à la cour, et notamment Guillaume de Croix-Chièvre, qui est l'éducateur de Charles, et qui est un grand noble tout à fait important des anciens Pays-Bas, une figure centrale, notamment militaire, et qui lui prône un rapprochement avec la France et un mariage avec une princesse française, et avec la fille du roi de France en particulier. Au-delà de ça, les régions limitrophes avec la France font toujours l'objet d'incursions de la part des Français, sont toujours une zone de guerre, et par ailleurs, le roi de France stipendie le duc de Gueldre pour de temps en temps faire des incursions dans le Brabant et ennuyer les Habsbourg. Et puis il y a la question aussi de la suzeraineté de certaines principautés qui demeure, la suzeraineté française sur certaines principautés qui demeure un véritable problème, et ce sera l'enjeu, un des principaux enjeux de la première partie du règne de Charles Quint dans son rapport avec la France. Voilà pour le contexte. Alors qu'en est-il maintenant de ce Rémy Dupuy? Qui est-il d'ailleurs, ce Rémy Dupuy? Alors, Rémy Dupuy, c'est un indiciaire. Alors, indiciaire, c'est un terme tout à fait bourguignon, donc qui apparaît à l'époque de Philippe le Bon et qui signifie chroniqueur officiel du duc de Bourgogne, titre que Dupuy va continuer à porter. Il appartient sur le plan littéraire à une école qui s'appelle l'école des rhétoriqueurs, qui est une école de langue française entre la cour de France et la cour de Bourgogne, et une école qui a notamment accueilli des noms prestigieux, Georges Châtelain, Jean Molinet, Jean Lemaire de Belge, par exemple. En ce qui concerne Dupuy, on le voit apparaître dans les archives à partir du début de la décennie 1510. Il est l'auteur de 3 textes, en tout cas, je n'ai retrouvé que 3 textes. Je vous dirai un petit peu plus tard qu'à mon avis, il devait y en avoir un 4e, que vous voyez ici à l'écran et qui s'enchaîne très très vite, 1515, 1516 et autour de 1517-1518. Vous voyez ici une scène de dédicace du manuscrit de la triomphante et solennelle entrée, donc le manuscrit de 1515, montrant Dupuy en confiant, remettant son manuscrit au prince, à Charles. Alors, Rémy Dupuy apparaît dans les archives, et notamment les archives comptables de la cour de Bourgogne, comme indiciaire et historiographe de l'empereur et de Monseigneur l'archiduc. Alors vous voyez déjà une particularité, c'est que l'empereur en question, c'est Maximilien de Habsbourg. Chez Dupuy, on pressent, on sent qu'il n'est plus tout à fait indiciaire de Bourgogne, il est aussi chroniqueur des Habsbourg en général. Il y a cette intention-là qui se trouve derrière. Alors ensuite, c'est quelqu'un qui va être rémunéré très précisément pour prendre la charge de Jean Lemaire de Belge, qui lui va faire défection et se rallier au roi de France. C'est la deuxième citation que vous voyez ici à l'écran. Il est mentionné comme notre chroniqueur et historiographe ou lieu de Jean Lemaire.
dernier possesseur du dit office. Alors, on trouve ensuite une autre mention dans les contes comme chroniqueur et historiographe des maisons d'Autriche et de Bourgogne. Ça, c'est tout à fait intéressant puisque ça reflète un projet géopolitique en fait qui n'est jamais advenu, mais qui était dans les cartons de Maximilien de Habsbourg et qui voulait créer un royaume d'Austrasie qui aurait allié pays autrichiens et anciens Pays-Bas. En tout cas, dans les années 1500, c'est très perceptible dans la correspondance de Maximilien et ça se reflète ici dans le titre qui est donné à Dupuy. Il apparaît aussi comme secrétaire du roi. Alors là, ça montre qu'il a une fonction au sein de la chancellerie, c'est-à-dire un organe de gouvernement et d'édiction des lettres et des chartes royales, ce qui est une position aussi de pouvoir dans une certaine mesure. On sait l'importance que les secrétaires vont prendre au sein de la monarchie de Habsbourg au XVIe siècle. Et puis, on se rend compte que, malgré tout, malgré cette position de secrétaire, ce pourquoi il est connu et remercié, c'est pour son œuvre littéraire. C'est la troisième citation à l'écran. On le paie en récompense d'un grand livre qu'il a fait à son ordonnance, touchant le triomphe de sa ville de Bruges à sa joyeuse entrée d'Issel. Il s'agit de la chronique dont je vais vous parler. Il a été rémunéré pour celle-ci. Autre élément, on le voit apparaître comme membre du Conseil royal en 1518, du Grand Conseil, pas du Conseil secret, mais c'est tout de même un élément à noter. Par contre, il est absent de l'hôtel à partir de 1522. Là, on le voit disparaître. J'ai retrouvé dans les années 1550 un Rémy Dupuy, receveur à Binche, mais bon, il n'y a plus d'un âne qui s'appelle Martin, donc c'est un peu douteux comme référence, je l'ai tout de même mentionné. Donc à partir en tout cas du début des années 1520, il n'est plus possible de retracer la vie de ce chroniqueur. Et alors là, à l'écran, c'est une autre miniature tirée du manuscrit donc de 1515 qui montre l'indiciaire au travail dans son cabinet. Me voici arrivé à ma troisième partie qui sera la plus substantielle. Et la plus littéraire aussi, parce que pour Honoré Dupuy, j'ai écrit un petit texte. La triomphante et solennelle entrée décrit l'émancipation de Charles de Habsbourg, suivie de sa joyeuse entrée à Bruges le 18 avril 1515. Entrée dont Dupuy fut d'ailleurs l'un des organisateurs, tout à fait important. L'événement s'inscrit dans une véritable tournée princière conduisant Charles dans chacune des principales villes de ces pays. L'œuvre de Dupuy ne peut cependant pas être réduite au genre de l'entrée princière, puisque, à mon avis, il s'agit d'un texte hybride, empruntant tant aux entrées qu'à la chronique et au texte politique. Une liste des princes et seigneurs présents dans le cortège, une description de l'accueil par les autorités urbaines à l'extérieur de la cité, l'énumération de toutes les composantes du cortège et les pièces d'honneur, épées ducales, destriers, couronnes, ainsi que des échafauds dressés dans la ville. Cela dit, ce texte est aussi inspiré par un texte antérieur, l'entrée de Jeanne de Castille et Philippe le Beau à Bruxelles en 1496 à l'occasion de leur mariage, et en particulier en ce qui concerne le syncrétisme symbolique austro-burgundo-hispanique. En effet, comme en 1496, la triomphante et solennelle entrée donne à voir des armes de Bourgogne entourées du collet de la toison d'or, des blasons de Bourgogne, des croix de Saint-André et surtout l'épée ducale associée au destrier royal explicitement décrit comme espagnol, et à des échafauds aux couleurs des possessions autrichiennes et ibériques de Charles, manière de signifier la triple nature dynastique de son pouvoir. Et alors je vous en montre ici un exemple avec à gauche de l'écran où on voit un blason de Bourgogne à droite associé à un blason impérial. En outre, la pièce peut être considérée comme la première entrée princière dans les anciens Pays-Bas à avoir fait l'objet d'une diffusion imprimée, au-delà des cercles de la cour vers un public urbain. Ça, c'est tout à fait important. Vous voyez ici, à la droite de l'écran, la première page frontispice de la pièce dont je vous parle. Ce qui est tout à fait intéressant, donc c'est une pièce qui est rédigée ici en français. Il y a un pendant en néerlandais qui est rédigé par un Rederijker de Bruges. Ce n'est pas le même texte, mais néanmoins, il y a une intention de communiquer aussi dans l'autre langue du pays. Et par ailleurs, cette pièce, j'attire votre attention sur le fait qu'elle est publiée à Paris en 1515 chez Gilles de Gourmont, pas à Louvain,
On aurait pu penser que la pièce eût été publiée à Louvain, mais non, à Paris chez Gilles de Gourmont, ce qui veut dire que l'intention est aussi de diffuser la pièce à Paris chez l'ennemi. Cependant, une fois relevée l'évidence du rattachement de la pièce au genre des entrées princières, on distingue en seconde lecture des événements propres au récit historiographique. Tout d'abord, Dupuy confère au texte une certaine linéarité chronologique qui permet au lecteur de revivre l'événement et de le situer assez précisément dans la ville de Bruges en autorisant une reconstitution de l'itinéraire du prince que j'ai tenté ici à l'écran. Je vous fais grâce de la lecture et on peut très facilement en fait suivre le cortège sur un plan de la ville de Bruges. Alors ici c'est un plan un peu postérieur qui date de 1562 mais néanmoins qui correspond grosso modo à l'état de la ville en 1515. Au-delà de ce souci du détail qui renvoie aux besoins de vraisemblance intrinsèquement liés au genre historiographique, d'autres caractéristiques propres aux chroniques associées à la grande rhétorique émergent. Dupuy ouvre son récit par un classique exercice de captatio benevolentiae, très apprécié des rhétoriqueurs, excusant son pauvre entendement, cette première citation à l'écran. Tel un chroniqueur, il annonce viser un double objectif, informer et divertir, être récréative et profitable. En effet, la volonté de rendre compte fidèlement de ce dont il a été témoin cohabite avec celle d'égayer et d'édifier son public. La troisième citation, incliné à pitié et compassion des infortunes. Charles de Habsbourg demeure le dédicataire du texte. Il n'est pas exagéré de penser que Dupuy a voulu par là contribuer à former son jeune maître, tout comme Erasme le conseillera à Charles un an plus tard dans son Institutio Principis Christiani. Dupuy insiste sur le fait que le prince ne doit pas céder à l'oubrise des grands conquérants tel Alexandre et qu'au contraire, il doit en priorité entretenir et développer les États dont il a hérité. C'est d'ailleurs à des fins édificatrices que Dupuy mobilise des sources antiques et bibliques, comme Tite-Live par exemple, ainsi que la figure de la fortune, fortuna, continuant d'une certaine manière ce rapprochement entre humanisme et grande rhétorique entamé par Jean Lemaire de Belge. Et alors ici à l'écran, vous voyez sur la partie gauche de l'écran une miniature issue du De Decasibus Virorum Illustrium de Boccace, qui est, du point de vue de la culture humaniste, l'une des premières incarnations de la figure de la fortune et de sa roue, que vous voyez ici à droite de la miniature. Et puis en vis-à-vis, il s'agit de la gravure frontispice de l'œuvre principale de Jean Lemaire de Belge, les illustrations de Gaulle et singularité de Troyes. Jean Lemaire de Belge qui est un véritable pont entre culture humaniste italienne et ancien Pays-Bas. Et donc, en ce sens, la triomphante et solennelle entrée peut être considérée à la fois comme représentative de l'historiographie bourguignonne tardive et comme une passerelle vers les entrées urbaines de la Renaissance, en ce que l'antique, la magnificence et la célébration des prouesses techniques, machines, échafauds complexes, y jouent déjà un rôle majeur, comme cela sera le cas tout au long du règne de celui qui deviendra Charles Quint. Au rang des prouesses mécaniques déployées lors de la joyeuse entrée, on peut citer une tour attaquée par des canonniers, à gauche, un navire turc assailli par 2 navires chrétiens, au centre, et une fontaine crachant du vin, à droite. Outre les récits d'entrée et l'historiographie, ce texte participe directement d'un troisième genre en train d'apparaître au début du XVIe siècle, celui des textes politiques. En effet, la triomphante et solennelle entrée laisse transparaître toute la culture politique de la cour de Bruxelles-Malines qu'elle met en scène, qu'elle défend, justifiant par là la monarchie des Habsbourg. Il s'agit tout d'abord pour Dupuy de glorifier le principe monarchique lui-même, s'inscrivant ainsi dans la tradition tardo-médiévale des traités de gouvernement princier ou miroir du prince. L'indiciaire dépeint un ordre terrestre dominé par des rois et des princes institués par Dieu et mobilise les métaphores du corps politique et de l'hortus conclusus ou jardin du royaume. Alors, ce qui concerne le jardin du royaume, vous en avez une représentation ici à la gauche de l'écran, le roi étant représenté dans un espace clos, un parc, peuplé d'animaux défendus par des hommes sauvages et
le prince est au centre, ici il est figuré en Orphée, avec sa lyre. Il s'inspire de ces modèles donc, pour proposer des images adaptées aux circonstances présentes. Ainsi, le roi, interface entre Dieu et les chrétiens de la tradition scolastique médiévale, est adapté au contexte ultramarin des royaumes et principautés de Charles de Habsbourg. Dupuis, reprenant le motif platonicien du navire de l'État. C'est ce que j'ai montré ici à droite de l'écran. Depuis le début du XVIe siècle, en effet, vous le savez, la mer joue un rôle de plus en plus important au sein de la politique et de l'économie de la maison de Bourgogne-Habsbourg, à tel point que le navire de l'État devient un motif clé de ces stratégies discursives. Que l'on songe par exemple au navire Victoria, qui sera présent aux funérailles bruxelloises de Charles Quint en 1558. C'est le navire Victoria que vous voyez à l'écran. Dès lors, on peut penser, en tout cas je pense, que la triomphante et solennelle entrée introduit l'une des, sinon la première occurrence de ce motif dans les anciens Pays-Bas lors d'une cérémonie publique. Ensuite, Dupuis illustre les dynasties qui, à travers Charles, concourent à former la monarchie de Habsbourg. Les ancêtres bourguignons du jeune prince, par exemple, apparaissent dans la plus pure tradition des miroirs du prince comme des exemples que Charles doit suivre. Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire et Philippe le Beau permettent d'évoquer les vertus cardinales que le prince doit incarner. Selon Dupuis, c'est surtout dans l'éthique individuelle que réside le salut des sujets et de la chose publique, l'éthique individuelle du prince. Donc, incarner les vertus cardinales rend le prince capable de ne pas devenir l'objet de la fortune, c'est une deuxième citation, mais de rester un agent qui lui résiste et qui maintient le régime mixte, soit la moyenne voie sans décliner aux extrêmes vicieux, c'est la troisième citation à l'écran. Alors, les dynasties autrichiennes et espagnoles apparaissent ensuite alors que Dupuis élabore son syncrétisme dynastique. À ce moment, le texte va accumuler les descriptions symboliques entremêlant des éléments bourguignons, espagnols et autrichiens impériaux. C'est ainsi que le lion de Bourgogne, porteur du briquet et de la pierre à feu, est appelé à déchaîner sa fureur sur les ennemis de Charles. J'avance un petit peu, c'est la première citation à l'écran. Tandis qu'une tour construite par des marchands espagnols de Bruges, et là je reviens un peu en arrière, vous la voyez à nouveau cette tour, est assaillie par l'artillerie du prince. Les blasons des royaumes de la couronne de Castille apparaissent de même qu'une figuration de l'Ordo Imperialis. Alors là vous voyez blason de Castille à gauche, et à droite une figuration de l'Ordo Imperialis, c'est-à-dire de l'empereur entouré des princes électeurs. L'indiciaire souligne par là que Charles représente la synthèse parfaite de trois lignages illustres, Valois, de Bourgogne, Habsbourg et Trastamare, dont il concentre toutes les qualités. La conclusion est éminemment politique. Puisque Charles accumule plus de vertus que tout autre prince, il est supérieur à ses homologues et rivaux européens, et donc plus légitime qu'eux à gouverner tant de royaumes et de principautés réunis au sein de la monarchie. Au sein de ce florilège dynastique, les plus proches parents du prince, Maximilien de Habsbourg et Marguerite d'Autriche, occupent une place de choix. L'empereur, d'abord, est d'emblée présenté comme le membour et tuteur indiscuté et légitime du prince. Il est loué pour sa prudence, subtilité et diligence. Première citation. Le rappel du titre de membour n'est pas anodin lorsqu'on se souvient à quel point Maximilien a dû batailler pour s'imposer comme régent face aux villes flamandes dans les années 1480-1490. Compte tenu de ce passé, le lecteur ne peut s'empêcher de lire chez Dupuis une tentative de réhabiliter symboliquement Maximilien aux yeux des sujets brugeois, tout en réaffirmant ce sur quoi le Habsbourg n'a jamais transigé. Il est le tuteur, le seul tuteur légitime de son petit-fils. Louer la monarchie et la dynastie revient bien entendu, pour Dupuis, à établir et à justifier le règne de Charles de Habsbourg. C'est la raison pour laquelle l'indiciaire entame son récit par une description de la cérémonie d'émancipation de Charles, le 5 janvier 1515, au palais du Koudenberg de Bruxelles. Il place l'événement sur la triple autorité de Maximilien, de Marguerite d'Autriche et des vassaux et sujets représentés par les délégués des États. Dupuis insiste sur la légalité juridique
de la cérémonie, laquelle rend instantanément Charles compétent de droit et par la coutume à régner. C'est la deuxième citation. Le Habsbourg peut désormais recevoir l'hommage des sujets de chacune de ses principautés, après avoir juré de respecter leurs privilèges, cérémonie fondant la légitimité princière dans les anciens Pays-Bas. Dupuy explique et soutient le principe d'un pouvoir princier contractuel, négocié et partagé entre le prince et les sujets, en tout cas dans ce passage ici au Codenberg. On va voir par la suite que les choses varient. L'indiciaire va toutefois un peu plus loin, puisqu'en relatant la cérémonie d'émancipation et ses suites, il crée un mythe politique. Il souligne que la date de la cérémonie d'émancipation a été choisie pour honorer la mort de Charles le Téméraire, tué à Nancy le 5 janvier 1477. Cet événement déclencha une longue crise politique et militaire qui faillit annihiler le lignage de Bourgogne. Par la suite, la mort inattendue de Philippe le Beau à Burgos put faire craindre le début d'une nouvelle période de turbulence. À travers l'émancipation de Charles, au Codenberg, Dupuy construit un récit visant à conjurer les maux du passé et à signifier à tous qu'ils ne pourront jamais se reproduire. L'avènement de Charles, le 5 janvier 1515, clôt un cycle de malheur qui a débuté le 5 janvier 1477. Il ouvre un nouvel âge d'or. Ce passage, cette partie de la chronique, peut être lu comme l'une des clés du récit. Charles est un jeune souverain, sur les épaules duquel reposent des attentes immenses, car il est celui qui doit déjouer les tours de Dame Fortune, celle-là même qui s'est acharnée contre le lignage de Bourgogne-Habsbourg. Par là, le jeune prince ramènera la paix et la prospérité dans les anciens Pays-Bas, apparaissant comme un prince élu par Dieu pour être l'instrument de ses desseins. Et c'est la citation... Tiens, où est-ce qu'elle est cette citation? Ah oui, c'est la troisième citation. Charles doit réduire toute chose à tranquillité et concorde. Et ces desseins semblent déjà conduire Charles vers un pouvoir plus grand encore, qui, compte tenu des couronnes déjà en sa possession, ne peut être qu'impérial. Dupuy le présente, à l'instar de ses ancêtres bourguignons, en prince Lion, le prince du Lion. Quatrième citation. Soutenant le monde aux côtés d'Atlas, ce que l'indiciaire associe à la domination universelle, règne et domination de l'univers absolu, qu'il promet bientôt à Charles. C'est la dernière citation, à Charles qui doit dompter le monde. Il n'est donc pas étonnant qu'affleurent dans le texte ces deux corollaires du pouvoir universel, tardo-médiéval et renaissant, que sont le prophétisme et la croisade. La croisade, vous avez eu une petite illustration avec cette miniature montrant une nef turque assaillie par deux nefs chrétiennes. L'un des échafauds, oui, c'est ce que je rappelais ici. Or, tous ces éléments de discours politique demeurent classiques et donc attendus sous la plume de quelqu'un qui, comme Dupuy, est pétri de culture politique tardo-médiévale. Pourtant, à y regarder de plus près, l'auteur innove également, dotant son prince de caractéristiques nouvelles, ou en tout cas plus rares avant lui. Alors, la dimension morale, éthique et édificatrice du texte saute tout de suite aux yeux du lecteur. J'ai essayé de vous le montrer. J'ai déjà souligné à quel point Dupuy empruntait à la tradition des miroirs du prince. Ainsi, comme Érasme, l'indiciaire propose à Charles le modèle d'un prince chrétien au travers d'une galerie de figures bibliques exemplaires comme Salomon ou David. Et ici, je vous rappelle cette citation emblématique du traité d'Érasme, Institutio Principis Christiani, donc qui rappelle à Charles, certes tu es prince, mais tu es avant tout un chrétien, tu dois te comporter comme tel. Mais il apparaît rapidement que l'indiciaire ne demeure pas figé dans la tradition, puisqu'il dote son prince chrétien de caractéristiques qui répondent davantage à un Hinc et Nunc politique des anciens Pays-Bas, dans les anciens Pays-Bas, en 1515. Pour lui, Charles de Habsbourg doit avant tout devenir le premier acteur économique de ces États, une sorte de prince économiste qui met tout en œuvre pour assurer la prospérité. Alors, certes, vous me direz qu'associer le prince à l'économie, à la monnaie et au commerce de ces pays n'a a priori rien d'original. Depuis le XIIIe siècle, au moins, les rois et les princes ont utilisé la pensée économique pour construire un discours justifiant l'imposition. Les sujets les plus riches, donc les plus vertueux, paient le plus d'impôts à un prince chargé de préserver le bien commun par les armes. C'est vrai. L'originalité de Dupuy réside plutôt dans le fait qu'il atteste de la complexification de cette image par l'adoption d'une part des valeurs urbaines, et ce, à un moment où le rapport entre le prince et les sujets est en train de changer.
En cela, il se démarque de la littérature curiale bourguignonne du XVe siècle, dans laquelle les auteurs affichaient souvent leur mépris vis-à-vis du commerce et de l'économie, associés à un monde urbain qu'ils dédaignaient. L'exemple est fourni par Laurent Pignon, qui est le confesseur de Philippe le Bon, et dans le texte duquel on ne remarque aucune différence instaurée entre les artisans et les paysans. Tous apparaissent pour lui en une catégorie générique et artificielle, le peuple, dont la condition naturelle est d'ouvrer en opérations rurales et communes. Et ça, il s'agit vraiment d'une interprétation des classes sociales que l'on peut ramener au moins au XIVe siècle, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, dans le gouvernement des princes de Gilles de Rome, qui est un texte appelé à avoir une très très grande influence, et notamment sur la maison de Bourgogne. Or, au cours de la décennie 1480 et de la décennie 1490, une transformation des mentalités politiques se produit. Les anciens Pays-Bas connaissent une période d'intense confrontation, je vous l'ai dit, entre le prince et les villes, qui aboutit à une plus grande participation des représentants urbains au gouvernement central, notamment après l'obtention du grand privilège de février 1477. Ce qui conduit à un mélange profond des cultures politiques. Les idées urbaines de représentativité, de négociation et de partage du pouvoir pénètrent davantage la pensée curiale. La triomphante et solennelle entrée atteste ainsi de l'adoption de certains traits de la culture politique urbaine par la cour et leur agrégation au portrait du prince parfait. Ceci étant dit, il n'y a pas que ça. L'image du prince marchand sert avant tout chez Dupuy à alimenter une stratégie discursive favorable au prince. En effet, pour l'indiciaire, le prince s'implique dans l'activité économique et soutient le commerce brugeois parce que les édiles de la cité le supplient d'intervenir et de restaurer leur ville en prospérité plus grande que jamais. Première citation à l'écran. Dupuy impute le déclin économique à la faillite morale des brugeois, leur trop grande richesse a amolli leur résolution et leur courage, et ils n'ont pu lutter pour demeurer prospères. Ainsi, richesse dorlote, réfléchit et endort, tandis que pauvreté est vertueuse, car elle pousse les hommes à se mettre au travail et à apprendre. Dupuy avertit, le mal qui frappe Bruges pourrait toucher d'autres villes des anciens Pays-Bas. À l'instar de Bruges, toutes les villes doivent s'en remettre au prince, car lui seul est capable de créer les conditions d'une saine richesse. Le texte achève d'ailleurs sur l'initiative de Charles de convoquer des assemblées afin de discuter des problèmes rencontrés par les Brugeois et de les aider. La triomphante et solennelle entrée justifie ainsi une forme d'interventionnisme économique princier, qu'elle ne détaille certes pas, mais qui annonce en quelque sorte le mercantilisme du XVIIe siècle, en tout cas dans l'idée. La figure du prince économiste révèle un intérêt princier purement utilitariste pour le monde urbain, propre au développement de l'État dynastique, et qui consiste à capter une part des revenus issus de l'activité économique. Dans le texte de Dupuy, le prince ne se contente plus de lever l'impôt, il s'assure que les villes seront à même de le payer en intervenant directement dans leurs affaires, justifiant cela par un discours moral sur les vertus du travail et de l'effort, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le moralisme économique du premier capitalisme. Alors, ce faisant, la triomphante et solennelle entrée révèle le renversement du rapport de force entre le prince et les villes dans les anciens Pays-Bas à mesure que s'affirme la monarchie des Habsbourg. Bien que l'entrée ait été organisée en collaboration avec la cité de Bruges, le texte de Dupuy donne le beau rôle au prince et à sa cour, tout en infériorisant symboliquement la cité et ses habitants. J'ai indiqué plus haut que la période 1480-1490 coïncidait dans les anciens Pays-Bas avec la mise en place d'un mode de gouvernement partagé entre princes et sujets. Eh bien, la période 1500-1510 apparaît à cet égard comme une réaction princière visant à récupérer le pouvoir perdu précédemment. Alors certes, la victoire finale de Maximilien sur les milices flamandes entérinée à la paix de Cadsand en 1492 contribue déjà à bouleverser le rapport de force, il est vrai. Pourtant, sur le long terme, c'est surtout la formation de la monarchie de Habsbourg qui fournit au prince des ressources matérielles et humaines de plus en plus considérables que celui-ci utilise notamment pour accroître la puissance de ses armées et pour construire des citadelles urbaines dont l'objectif est autant de protéger les villes contre les ennemis extérieurs que de décourager toute tentative de révolte.
De leur côté, les villes ne peuvent rassembler de tels moyens, d'autant plus que certaines, en Flandre notamment, souffrent de la crise économique provoquée par différents facteurs comme une modification des flux commerciaux, des conditions climatiques détestables et l'ensablement des canaux vers la mer du Nord. Ainsi, la triomphante et solennelle entrée contient le discours politique de cette réaction princière. Dupuy relie en effet l'histoire de la ville de Bruges, sa prospérité étant nécessairement causée par les ducs de Bourgogne. Par exemple, l'indiciaire présente les institutions communales brugeoises comme une création de Philippe le Bon, ce qui est une exagération manifeste. Plus loin, la prospérité de et la richesse de la cité sont elles aussi liées aux ducs, comme lorsque Dupuy déclare que « Vostre ville de Bruges, laquelle vos devanciers, princes et comtes de Flandre ont eslevé, conduite et finablement établie en consommation d'honneur et de puissance. » C'est la première citation à l'écran. Ces paroles sont prononcées par les édiles brugeois eux-mêmes, qui, cherchant à esmouvoir la très claire majesté, deuxième citation, s'humilient devant le prince. Par là, c'est toute la cité brugeoise que l'indiciaire infériorise, reflétant un rapport de force désormais déséquilibré entre elle et le prince. Plus loin, Dupuy va d'ailleurs forcer le trait en utilisant le fameux thème de la roue de fortune dont je vous ai parlé plus tôt. Alors que dans les miroirs du prince, la fortune envoie un message d'humilité aux puissants, dans la triomphante et solennelle entrée, elle l'adresse à la ville de Bruges. La crise économique que les sujets urbains vivent est due à la fortune qui a été encouragée par leur désorganisation autodestructrice. L'un des échafauds que vous voyez ici à la droite de l'écran, et en particulier j'insiste sur la partie droite de la miniature qui représente la roue de fortune. Cet échafaud, donc, met en scène l'idée dont je vous parle. 4 personnages y sont assis. Bruges, Charité, Négociation et Mars. Bruges se trouve tout en bas de la roue, dans une position figurant sa déchéance. Le prince et Marchandise se tiennent de part et d'autre de la roue. Le prince est représenté par un personnage qui porte ses couleurs et Marchandise par une dame portant un bateau de commerce dans ses mains. Bruges, et l'auteur le dit, est dans un état de misère et extrême pauvreté. Première citation. Pour améliorer son sort, il faut que Marchandise et surtout Charles, son prince et fief naturel, deuxième citation, actionnent la roue. Or, pour que cela soit possible, le pouvoir de Marchandise doit être réduit. Dans le cas contraire, la ruine de la cité sera totale. Dupuy indique par là que Marchandise, qui signifie la bourgeoisie brugeoise, ne peut être libre. Elle doit être contrôlée par Charles de Habsbourg, son prince naturel. En d'autres termes, si elle veut survivre, Bruges doit volontairement abandonner au prince les pouvoirs qu'elle avait gagnés lors des décennies 1480-1490. Et c'est la dernière citation que vous voyez ici à l'écran. Je vais conclure. La monarchie et la dynastie de Habsbourg, la figure du prince et le rapport de force entre celui-ci et les villes, toutes ces thématiques sont abordées dans la triomphante et solennelle entrée, ce qui achève de conférer à cette œuvre les traits d'un texte politique, sinon d'un manifeste. Il apparaît assez clairement qu'aux yeux de Dupuy, son entrée princière et chronique de l'avènement de Charles retranscrit d'abord un discours portant les ambitions de son jeune maître, ambitions que le lecteur, que nous devinons, verticale, totale et déjà impériale. Je vous remercie de votre attention. Vous avez parlé sur la joyeuse entrée de Bruges, c'était révélatrice pour moi, mais est-ce qu'un souverain ne doit pas, quand il entre dans une ville et accepte une joyeuse entrée aussi, déclarer, accepter quelques droits de la cité? C'est pas seulement la soumission de la ville, mais aussi une reconnaissance de la part du souverain, je pense. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, dans cette cérémonie politique fondamentale, on est dans du synalagmatisme, c'est-à-dire que l'un donne et reçoit et l'autre donne et reçoit. Bien entendu. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui se passe aussi ici, à Bruges, le 18 avril 1515. C'est évident.
C'est le nœud, j'ai envie de dire, le point nodal de la cérémonie. Cela dit, ce que j'ai trouvé assez interpellant dans ce texte, c'est que, tout en ayant cela au début, on a cette fin qui montre tout autre chose, qui est de l'ordre de l'écrasement. Et ça, pour moi, c'est sur ça que j'ai voulu insister dans mon propos, parce que ça m'a semblé, je peux le dire, tranché avec ce que l'on observe au cours des décennies précédentes et dans cette tradition politique qui est toute médiévale. Enfin, voilà, vous la connaissez bien, notamment dans le comté de Flandre. Enfin, elle remonte au XIIe siècle. Enfin, merci pour votre question, elle est vraiment fondamentale. Comment les Liégeois vont-ils prendre le tournant, puisque jusque-là, ils sont plutôt alliés de la France, et devant cette puissance émergente, comment vont-ils réagir? En fait, moi, je fais un peu d'histoire liégeoise, même si ce n'est pas ma spécialité, mais je viens de Liège, donc je connais quand même 2-3 petites choses. En fait, à Liège, il faut, je pense, distinguer la cité, la commune et son prince. Ça, vous allez me dire, on peut le dire aussi pour d'autres principautés des anciens Pays-Bas, mais vraiment, quant à la position par rapport à la France, c'est fondamental. Les princes-évêques qui vont se succéder sur le trône épiscopal liégeois, à partir de Jean de Heinsberg notamment, vont être du parti bourguignon et puis ensuite Habsbourg. Ce qui va d'ailleurs amener l'un d'entre eux, Louis de Bourbon, à se faire trucider par le sanglier des Ardennes. Tandis que la ville, elle, c'est une autre histoire. La ville, elle, tandis que la cité, elle, maintient une alliance française, oui, en effet. Et les édiles liégeois sont stipendiés par le roi de France, et c'est une alliance que, vous savez, va se poursuivre à travers toute l'époque moderne, bien entendu. En fait, le roi de France mène là une politique assez cohérente, c'est-à-dire il fait exactement la même chose avec le duc de Gueldre, c'est-à-dire il s'allie avec les ennemis de son ennemi. Non, en fait, ce qui est étonnant, effectivement, c'est la dernière image. En fait. Mais moi, je voulais savoir, l'échafaud, il est conçu par la ville ou est-ce qu'il y a des intervenants envoyés par le prince qui viennent jeter un coup d'œil voilà, c'est ça un peu ce que je voudrais savoir. Excellente question, merci de la poser. En fait, c'est une organisation conjointe. On le voit notamment au niveau des sommes qui sont mobilisées. Il y a un conte de la ville de Bruges pour l'année 1515 qui est publié, qui a été publié au XIXe siècle, j'ai oublié le nom de l'éditeur, mais bref, on peut voir vraiment ce que la ville de Bruges engage pour organiser ces festivités. Il y a un auteur qui est payé par la ville pour relater l'événement, et là on a un texte tout à fait différent dans son fond politique. Le texte a été édité d'ailleurs par un collègue d'Anvers, Samuel Marel. On n'est pas du tout dans le même lexique, dans le même discours, c'est tout à fait différent, et c'est un texte qui est adressé au sujet urbain, flamand par extension. Donc, on se rend vraiment compte, dans l'organisation matérielle, j'ai envie de dire, donc des échafauds, etc., que là, il y a négociation. Il y a négociation, mais en même temps, quand on négocie, quel est le rapport de force? Et là, le rapport de force, il est au désavantage de Bruges. Le texte s'achève par une mention du prince qui dit qu'il va prêter, le prince ne prête jamais sans assurance de contrepartie, mais qu'il va prêter plusieurs centaines de milliers d'écus à la ville pour désensabler les canaux qui mènent vers la mer du Nord. Et depuis, accusant les Brugeois par leur mollesse de ne pas avoir désensablé les canaux, privilégiant une politique de luxe, etc. Donc, oui, il y a négociation, mais la position des Brugeois dans la négociation est, à mon avis, une position de faiblesse, ce qui permet au prince d'imposer un échafaud de ce type à la conclusion de la joyeuse entrée qui est lourde de sens. Encore une question, si vous permettez. Désolé. Alors, vous avez mentionné que Charles est devenu roi de Rome en 1520, et peu plus tard, il est devenu empereur en tant que Charles V, oui. parce que, je pense, il est le 5e
Charles en tant qu'empereur Oui. du grand empire C'est ça. sainte germanique. C'est ça. Eh bien, j'ai jamais bien compris, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il y a un lien juridique, théorique, entre nos régions Oui. et le Saint-Empire. Oui, oui. Et Charles Quint en est en quelque sorte le lieu central, parce qu'il est l'empereur de ce grand royaume dont nous faisons partie aussi, ces régions, en quelque sorte, mais en même temps, il garde nos régions séparément. Oui, c'est ça. Et donc, il y a un rapport très étrange. Vous avez raison. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Oh oui, je peux. Oui, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On pourrait faire une autre conférence là-dessus, en fait, voir un autre livre. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai envie de faire. Non, c'est vraiment une question fondamentale. En fait, je ne vais pas refaire l'histoire en remontant jusqu'à Charlemagne, bien qu'il faudrait rappeler des éléments de ce type. Donc Charles est élu en 1519, couronné roi des Romains à Aix-la-Chapelle en 1520. Et puis ensuite, vous connaissez le processus de couronnement du roi du Saint-Empire, 3 couronnes, couronne de roi des Romains, couronne de fer, de roi des Lombards, et puis ensuite la couronne impériale à Rome. Alors, Charles, pour moi, il est pris dans une ambiguïté, je crois, sur le plan des mentalités politiques. C'est ça dont je suis historien, je suis plutôt un historien des mentalités politiques, ce qui m'intéresse. Il est vraiment pris dans une sorte d'ambiguïté, c'est-à-dire que d'une part, il est l'héritier de la maison de Bourgogne, une maison de Bourgogne qui a voulu créer un État. Alors, ils ne sont pas parvenus, mais il y a cette idée. Et il a surtout, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Denis Crouzet dans sa biographie de Charles, qui est publiée il y a une dizaine d'années maintenant, où Crouzet explique très très bien comment Charles est hanté par l'échec de Charles le Téméraire. Il est hanté par ça. Donc, il y a cette position là où il veut créer, il veut maintenir une espèce de singularité bourguignonne. En même temps, il y a un vrai problème politique qui est que la plupart de ces, enfin, pas la plupart, mais des territoires importants, cruciaux, la Flandre, l'Artois, font juridiquement partie de la France. Donc, il faut faire quelque chose, ça ne peut pas rester ainsi. Et donc, il va créer le cercle de Bourgogne dans les années 1530, qui est à la fois une façon de créer une singularité, tout en arrimant l'ensemble des principautés au Saint-Empire romain germanique. Voilà sa solution, qui n'est pas une solution, je crois, cohérente, qui n'est pas une solution pleinement aboutie, parce qu'elle marche sur 2 pieds qui n'ont pas la même taille, qui ne sont pas l'un à côté de l'autre. Voilà ce que je peux dire là-dessus, mais on pourrait élaborer, c'est vraiment une question fondamentale. Merci. Je vais vous remercier, M. Dumont, pour cette conférence très intéressante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a cet exercice de questions-réponses aussi, auquel vous avez répondu avec brio. Alors, concernant nos prochaines activités, on vous donne rendez-vous ce dimanche pour la journée Renaissance qui aura lieu ici au musée. Donc, nous allons avoir toute une thématique toute une journée par rapport à cette thématique, avec pas mal d'animations. Il y aura des standing guides qui vont vous accueillir devant les œuvres de l'époque Renaissance qui sont dans les collections du musée. Il y aura aussi des animations pour les enfants ou pour les grands-enfants que nous sommes tous par rapport à ces œuvres. Il y aura des conteurs, conteuses. Et ici, à cet étage, comme on profite de toute une salle vide pour nous, il va y avoir de l'escrime du XVIe siècle, de la danse, de cours Renaissance, où vous allez pouvoir danser selon les cours des Médicis, de François Ier ou de Charles Quint. Vous allez pouvoir vous exercer aussi avec les danseurs, donc vous êtes invités à vous joindre à leur danse. Et il me manque quelque chose. Ah oui, à 13h30, il y a un concert aussi de ces cours qui va avoir lieu. Le violoncelliste Pierre Fontenelle et la soprano Aline Greux vont faire 3/4 d'heure de musique de l'époque. Et nous avons 2 balades contées en ville. À 2h et à 3h30, vous allez suivre un conteur qui va vous parler de la Renaissance dans les rues du centre-ville. Donc un programme assez chargé, de 10h à 16h. Soyez les bienvenus, on vous attend. Après, concernant les conférences, on a adopté cette année le rythme de tous les mois pairs excluant le mois d'août, 2e jeudi du mois. Et au mois
d'octobre, le 9 octobre, nous allons avoir Benoît Goffin, qui est historien, qui est membre de la cellule patrimoine immatériel à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui va nous parler des 150 ans du jeu de Val à Bruxelles. Les places sont disponibles à peu près un mois à l'avance. Un certain d'entre vous, vous êtes habitués, vous savez comment ça fonctionne. Et au mois de décembre, là, nous serons tous à la maison parce qu'ici, ce sont les plaisirs d'hiver et c'est un peu plus bruyant. Donc, nous avons une conférence en néerlandais sur le sculpteur George Houston, présentée par une historienne, Lida van Zandvoort, et qui a été professeure à l'université de Gand, donc elle est professeure honoraire à Gand. Et cela va nous terminer notre année. Alors, je vous remercie pour la 3e fois, mais je dois aussi remercier Flavien Gillet et sa collègue Lyon de Bruxelles nous appartient, grâce à qui nous avons la possibilité de réécouter ces conférences. Merci également à mon collègue Rémi et aux gardiens qui sont en bas pour nous avoir aidés. À très bientôt. Et Jonathan Demont a dit tout à l'heure, voilà, il vous a montré les cartes d'Europe et les territoires de Charles Quint. Pendant que vous descendez les escaliers, profitez-en très lentement pour voir tous les armoiries de ces territoires. Et vous avez 2 étages d'armoiries, de blasons à découvrir. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.